bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue. Nous allons naturellement consacrer une large partie de cette émission au débrief de la déclaration de politique générale qu'a fait il y a quelques minutes Édouard Philippe devant l'Assemblée. Le Premier ministre est toujours dans l'hémicycle puisque un vote de confiance va avoir lieu. Toujours cet après-midi, après que les patrons des principaux groupes se soient exprimés. On commencera par parler de ce qui est peut-être une conversion écologiste du gouvernement, voire même d'Édouard Philippe. Le Premier ministre semble se mettre au vert. Est-ce un tournant ou pas? On le verra. On parlera aussi de l'annonce qu'il vient de faire sur la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes seules et les couples de lesbiennes. Une loi dès cet été. Finalement, cet engagement présidentiel sera donc tenu sans délai. Nous en parlerons. Puis nous parlerons aussi du droit d'asile. D'abord parce que le Premier ministre, là aussi, a fait quelques déclarations, mais aussi parce que des chiffres récents montrent une progression forte des demandes d'asile en France. D'où cette question, faut-il de nouvelles règles? Et puis nous évoquerons enfin la décision du New York Times de ne plus publier de caricatures à la suite de la publication dans ses colonnes d'un dessin que vous apercevez à l'écran et qui a été jugé antisémite. Est-ce que c'est une forme de censure qui s'instaure? Nous tâcherons de répondre à cette question avec nos 4 invités. Bonsoir Claire Chartier. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef des pages idées de l'Express. Votre hebdomadaire consacre cette semaine sa couverture aux injustices culturelles, c'est-à-dire à la différence de moyens alloués à la culture en Île-de-France et dans le reste du pays. Bonsoir Georgi Kuzmanovic. Bonsoir. Vous avez été un orateur national de la France Insoumise avant de quitter ce mouvement et de créer votre propre parti, République Souveraine. Voilà. Et vous êtes opposé à la privatisation de l'aéroport de Paris, comme nos internautes qui ont une bonne vue peuvent le voir peut-être. Voilà, c'est transpartisan. Voilà, sur le pins, c'est comme ça qu'on dit. Et gros, on fait exprès. Qui macaron, presque. Orne, macaron, qui orne votre veste. Bonsoir Stéphane Marchand. Bonsoir Guillaume. Vous êtes le rédacteur en chef de Pour l'écho, qui est un mensuel de pédagogie économique pour les jeunes, que nos internautes connaissent bien désormais grâce à vous. Et le dernier numéro s'efforce de répondre à cette question. Faut-il casser les GAFA? Et Renaud Girard est là aussi. Bonsoir, Bonsoir. Renaud. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro. On retrouve entre autres vos analyses chaque mardi dans les colonnes de notre quotidien préféré. Et puis, je cite votre dernier livre, Quelle diplomatie pour la France? Il a été publié aux éditions du CERF. On revient donc sur les déclarations du Premier ministre qui est monté à la tribune à 15h tout à l'heure, pour d'abord promettre que le message écologiste, on se souvient du succès important, ou en tout cas inattendu, réalisé par la liste écologiste de la nation européenne, ce message écologiste a été entendu 5 sur 5 par le gouvernement, et contrairement aux apparences, oui, Édouard Philippe est vert, il est même tout vert. Il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela, le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrais donc ni rien comprendre, ni rien faire. Je trouve que c'est faire peu de cas de lecture ou de culture politique. Voilà, et comme il n'y a pas d'amour, mais uniquement des preuves d'amour, le Premier ministre a pris un certain nombre d'engagements, notamment celui-ci sur l'interdiction des boîtes en plastique non recyclables. Enfin, j'ai noté, mesdames et messieurs les députés, la volonté de beaucoup de parlementaires d'aller plus loin dans la suppression du plastique à usage unique. Un amendement avait étendu cette obligation à toutes les boîtes plastiques. Nous avions considéré ensemble qu'il déstabilisait trop nos industries et qu'il fallait le corriger, mais son intention était bonne. Et je vous proposerai, dans le cadre de la loi anti-gaspillage, des dispositions pour interdire progressivement les boîtes plastiques qui ne sont pas constituées de plastique recyclé. Claire Chartier, on a pris ces 2 exemples parce que c'est un peu ça la particularité de ces déclarations de politique générale, c'est qu'il y a à la fois des grandes idées et puis des choses qui sont peut-être tellement concrètes qu'on se dit qu'on n'est pas certain qu'elles relèvent vraiment du Premier ministre de la 5e puissance du monde. Oui, alors l'avantage, c'est que ça parle à tout le monde, de cette façon-là. Bon, alors, avec ces déclarations, il risque de mettre sur la paille l'entreprise Tupperware, donc il faudra qu'il fasse attention. Mais bon, ça paraît tout à fait logique qu'il commence son intervention
par ce sujet. Il eût été totalement inconscient, politiquement parlant, de ne pas miser à fond, de ne pas verdir de façon éclatante la politique gouvernementale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met aussi l'accent sur le côté transversal de l'écologie, qui effectivement est apparu de manière éclatante avec les élections européennes. Et c'est une façon de couper, sans mauvais jeu de mots, l'herbe sous le pied de Yannick Jadot, puisqu'aujourd'hui on voit les écologistes voilà, qui prétendent incarner à eux seuls l'opposition et effectivement fédérer des sensibilités différentes, ce qui fait très peur d'ailleurs aux sociodémocrates parce qu'ils se disent oh là là, il va rafler la mise. Donc c'était tout à fait naturel qu'ils mettent le paquet là-dessus. Et puis alors il est quand même, alors évidemment il partait de loin comme il le dit d'ailleurs aussi à titre personnel mais aussi à titre gouvernemental puisqu'on a encore en mémoire l'exemple Hulot. Donc c'est pour ça que j'ai noté, il a insisté sur le fait que maintenant, ça va être la majorité des engagements tenus, ce dont on peut douter, puisque effectivement, vu le passif, ça n'est pas du tout évident. Et enfin, que l'écologie serait la priorité de l'ensemble des politiques publiques. Donc là, l'axe est clair, on va voir s'ils s'y tiennent. Sur le fond, il a aussi insisté sur le fait que il était pour la croissance, donc pour une transition écologique qui repose sur la croissance. Le problème, c'est que pour cela, si on ne veut pas rompre avec un modèle économique qui est celui qu'on connaît, capitaliste et libéral, il va falloir quand même expliquer comment on rend ce marché vert profitable. En fait, le cœur du problème, il est là. Donc, on peut nous dire, moi, je ne suis pas décroissant, je mise sur la croissance, etc., en citant des exemples, éoliennes, ce qu'il a fait éolienne, et puis qu'est-ce qu'il a dit aussi les éoliens en mer, voilà, c'est ça, la sobriété, etc. Mais le fond du problème, il n'a absolument pas abordé, qui est celui-là, c'est si vous misez sur la croissance, comment faites-vous ? Parce que les entreprises, par exemple, d'énergie classique, pourquoi maintiennent-elles leur investissement dans les énergies fossiles ? Parce qu'elles sont plus rentables. Donc, il ne suffit pas de dire on est vert et on continue à miser sur la croissance et on pense que c'est possible, c'est compatible. Voilà, donc là, il y avait une vraie carence et qui me fait douter, si vous voulez, au fond, ça fait douter de l'investissement, enfin de l'intensité de l'investissement gouvernemental dans la chose. Est-ce qu'il y a un tournant écologiste, à votre avis, chez ce gouvernement ? On attendait peut-être Édouard Philippe sur d'autres thèmes. On se souvient qu'il était traditionnellement un défenseur de la rigueur en matière de dépenses publiques. Là, il n'a pas du tout abordé. Il a d'abord dit « si, je vous promets, je suis un écologiste ». Et ça vous paraît sincère ? Alors moi, je ne veux pas faire de procès en cynisme politique. Ça n'est pas ma spécialité, ça n'est pas ma formation, ça n'est pas mon tempérament. Je trouve tout à fait naturel. Vous savez, depuis votre formation, c'est celle d'ingénieur. Vous êtes polytechnicien, ce qui n'est pas si fréquent chez les journalistes. Moi, depuis que je dirige le magazine Pour l'écho que j'ai créé il y a 1 an, je suis en rapport avec les lecteurs qui sont des gens entre 18 et 22 ans. Et je constate à quel point l'écologie et les inégalités, d'ailleurs, sont les 2 sujets absolument centraux qui les obsèdent. Donc, je pense que ce qui vient de se passer au cours des élections européennes, ce que vient de faire le Premier ministre, finalement, correspond de près ou de loin à un véritable ressenti dans la population, en tout cas dans cette catégorie de la population. Évidemment, les parents des gens dont je parle sont aussi très concernés. La deuxième chose, vous disiez tout à l'heure, madame, que le marché de l'écologie n'est pas rentable. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises dont la spécialité est de vendre de l'économie d'énergie. Et ces entreprises qui vendent, on peut citer SPI par exemple, qui est très connu, ils vendent des produits. SPI, c'est un spin-off de SPI Batignolles qui s'est spécialisé dans la fourniture de matériel qui permettent de faire des économies d'énergie. Eh bien, cette société d'abord est extrêmement prospère et deuxièmement, les clients achètent ces produits parce que, par exemple, les villes peuvent faire des économies de 40% de leur facture énergétique en achetant ces produits. Donc, il y a une réalité économique derrière. Évidemment, elle est naissante. Évidemment, on va commencer par des subventions publiques. Ça va commencer par coûter cher. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'il faut inciter précisément. Oui, absolument. Et c'est pas que ça n'existe pas. Autrement que par des taxes, comme avec la taxe carbone. Et ça peut prendre un certain temps. Et il faut bien comprendre que la transition écologique, ça n'est pas un mandat présidentiel, c'est 50 ans. Donc, il faut... Est-ce qu'on a le temps ? Mais c'est pas qu'on a le temps, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais 50 ans, ça fait beaucoup. C'est long. 50 ans. Oui, il y a certains disent même que dans 50 ans, on ne sera plus là pour s'en apercevoir. Voilà. Je vous donne d'abord un commentaire général de nos internautes sur le discours. Mes lecteurs sont là. De politique du même nom d'Édouard Philippe à l'Assemblée. Avez-vous été convaincu ? 74% répond non. On va essayer d'affiner un petit peu peut-être ces réticences. Par exemple, celle de Nicole qui nous dit « Mettre l'écologie à toutes les sauces, c'est surtout de la communication, c'est électoraliste ».
surtout quand on parle d'écologie politique. Georgi Kuzmanovic, c'est vrai qu'on a plus parlé d'écologie dans ce discours que de thèmes qui pourraient vous être familiers, ou en tout cas auxquels vous êtes sensibles, comme le social, par exemple. Non, mais je suis très familier avec l'écologie, et aussi. Mais c'est le sujet principal. Visiblement, que ce soit le GIEC dans les représentations du futur très proches et qui le font de manière assez light, c'est déjà pas bien. Mais quand on voit les rapports qui sont faits par le MIT, par exemple, aux États-Unis, ou par ce think tank australien qui a dit que l'humanité risquerait de disparaître à horizon de 2050, c'est bien évidemment le sujet principal. Mais par rapport à ce discours d'Édouard Philippe, je suis d'accord avec Nicole. C'est très électoraliste. Jadot a fait 13%, ça tombe bien. Donc, et comme effectivement sur le fond, il ne peut pas aller sur le fond, puisqu'il y a une contradiction centrale qui n'est pas résolue par ce courant de pensée politique et économique qu'incarnent Macron et Édouard Philippe, c'est que ce sont des gens qui basent toute leur réalisation économique sur le néolibéralisme et sur la croissance. Or, ma fille, qui est adolescente, et comme tous ses copains adolescents, comprennent qu'un système économique qui repose sur la croissance continue dans un espace clos et limité en ressources, et peut-être c'est pas 2050, mais il court à sa perte. Il ne répond pas à ça, et quand même, vous l'avez rappelé, madame, Nicolas Hulot a démissionné. Et vous vous souvenez comment il a démissionné? Ce n'était pas juste l'affaire des lobbies des chasseurs, c'était secondaire. Il a dit, ces gens-là ne comprennent pas cet enjeu central. Ils ne veulent pas régler le cœur du problème. Donc, on a cette étrangeté dans un discours de politique générale d'aborder la question des boîtes en plastique ou pas en plastique, ou on aurait pu parler des œufs bio, ça aurait été tout aussi étrange dans ce discours-là, mais c'est parce qu'il n'y a pas autre chose. Et électoralement, rappelons-le quand même, il y a une partie du vote de Jadot, ce sont des déçus du macronisme qui ont voté. On voit déjà bien des choses compatibles, et M. Jadot a bien rappelé qu'il n'était pas de gauche, et que sa vision de l'écologie était tout à fait compatible avec l'économie verte de marché, qui reste encore, il y a des très bons exemples, mais sur une planète où 80% des ressources sont hydrocarbures et il y a une croissance ultra forte de l'usage des hydrocarbures, on voit mal comment est-ce qu'on pourrait s'en tirer. Et puis l'État n'a pas les moyens. Pour changer, il faudrait 50 ans. Il faudrait peut-être une monarchie ou un empire, ou alors un État stratège qu'on avait. Non, mais on avait encore sous De Gaulle le plan. Le on n'a plus de plan. On n'a pas le mode d'emploi pour sortir du système actuel. Non, mais c'est pas seulement on n'a pas le mode d'emploi, c'est qu'on est bloqué par l'Union européenne. Ouais. On a signé le CETA, par exemple. Le CETA nous impose d'importer de la viande produite de manière abominable, et c'est obligatoire. On ne peut pas s'y opposer. Il y a des tribunaux maintenant supranationaux. On peut ne pas la manger. Oui, mais vous voyez bien ce que c'est. Les gens qui ont des revenus en baisse ont envie de manger de la viande, et donc ils auront dans les corps de la viande. Votre point de vue, Georgi Kuzmanovic, est partagé par Sich, qui nous dit « Si le gouvernement voulait faire de l'écologie sincèrement, il aurait fait du protectionnisme pour favoriser la production nationale. » Renaud Girard, vous qui avez un regard mondialisé sur ces sujets, c'est vrai que on fait tous ces efforts, et en même temps, ce n'est pas nous qui sommes les gros pollueurs de la planète, c'est les États-Unis, c'est la Chine, et qui semblent moins se préoccuper que des pays comme la France de ces sujets écologiques. Je n'ai pas très bien compris l'allusion du Premier ministre aux boîtes en plastique. S'il s'agit des Tupperware, comme vous avez dit, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Les Tupperware sont utiles pour ne pas avoir de surconsommation et pour garder les aliments, ne pas jeter. Et évidemment, il y a tout un effort pour ne pas gaspiller la nourriture. Et donc, en revanche, il y a un vrai problème dans le monde de pollution des océans par les sacs en plastique. Pas par les boîtes, mais par les sacs en plastique. Et ça, c'est tout à fait monstrueux. Il y a peut-être au nord du Pacifique des surfaces grandes comme la Méditerranée couvertes de sacs en plastique, et c'est très mauvais pour la diversité. Enfin, c'est une pollution terrible. Et je regrette, puisque vous parlez du monde, je regrette que la marine américaine, qui a les moyens de faire la police des océans, les Américains, au lieu de se lancer dans des aventures malheureuses au Moyen-Orient en 2003, auraient mieux fait de policer les océans et d'empêcher la surpêche, qui est dramatique, et la pollution des océans.
Sur la politique écologique du gouvernement, je ne veux pas faire de procès d'intention non plus au Premier ministre, qui m'apparaît être un honnête homme, mais j'aurais préféré qu'il insistât plus sur le nucléaire. Nous avons la chance, qui nous a été donnée par Charles de Gaulle et Georges Pompidou, d'avoir une très forte industrie nucléaire. Le nucléaire est l'électricité aujourd'hui la plus écologique, enfin en tout cas l'électricité, parce que évidemment les éoliennes c'est très bien, le solaire c'est très bien, mais enfin quand il n'y a pas de soleil et pas de vent, il faut bien avoir de l'électricité nucléaire, qui est une électricité qui ne pollue pas. Nous allons, à mon avis, vers une gestion des déchets. Je suis très pour le projet ITER, donc, qui cherche sur la fusion à Caradage, dans le Midi. Ouais. C'est très compliqué scientifiquement. Mais c'est très compliqué scientifiquement, mais dans la science, on a fait quand même... Si on vous avait dit, il y a 30 ans, que dans votre portable, vous pouviez avoir la capacité d'un ordinateur gigantesque, vous ne l'auriez pas cru, eh ben, c'est quand même le cas aujourd'hui. Et en ça, cher Renaud Girard, vous êtes assez proche du Premier ministre qui dit « Moi, je suis un écologiste, mais je ne suis pas... J'ai confiance dans la science qui va nous aider à progresser. » La décision de l'Allemagne a été catastrophique, de fermer ces centrales nucléaires. Parce qu'aujourd'hui, elle pollue, non seulement les Allemands, mais aussi les Français, de particules fines à cause de ces centrales à charbon. Et pourtant, ça n'a pas empêché les écologistes de faire un carton en Allemagne aussi, aux européennes. On continue, on ne peut pas parler de tout, mais à évoquer certaines décisions annoncées par le Premier ministre, notamment sur un sujet très attendu, celui de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Ça se fera et ça va même se faire vite, a dit Édouard Philippe. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire. Je suis persuadé que nous pouvons atteindre une forme de débat serein, profond, sérieux, à la hauteur des exigences de notre pays. C'est mon ambition, en tout cas. Stéphane Marchand, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement prend un risque en maintenant cette mesure, alors même qu'on sait qu'elle déclenche des oppositions parfois fortes de conscience chez une partie de la population française ? C'est un choix, je ne sais pas, ça fait partie d'une stratégie, et là je vais faire un peu de cynisme politique, mais est-ce que ça fait partie d'une stratégie qui consiste à gauchir un peu le discours de manière à rééquilibrer la majorité dans la direction où elle souffre en ce moment ? Voilà. Ensuite, le fait qu'il y ait des fortes oppositions, il y a des grandes décisions qui ont été prises. La peine de mort a été abolie contre l'opposition d'une majorité de Français, et pourtant c'est une très très bonne décision. Donc, et qu'il ne faut pas la remettre en cause. Donc, ça n'est pas parce qu'il y a de l'opposition qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, je dirais en termes politiques, un combat titanesque de très haut niveau peut au contraire valoriser l'image d'un homme. Il fallait y aller, Renaud Girard. Il fallait la faire cette loi. Écoutez. D'abord, je pense qu'il faut effectivement respecter le désir d'enfant de toutes les femmes. Et moi, je ne peux pas, en tout cas, je ne vais pas ici juger ces femmes qui peuvent être homosexuelles, lesbiennes. Je ne vais pas les juger. Je ne vais sûrement pas leur jeter la pierre de vouloir élever des enfants. Et il m'est arrivé d'ailleurs de connaître des couples de femmes lesbiennes qui ont élevé des enfants, qui les ont d'ailleurs fort bien élevés. Donc je ne peux pas, notamment en Hollande, et je ne vais pas donc leur jeter la pierre. Ce que je pense qui est important, et je ne suis pas un expert, donc je vais arrêter de m'exprimer sur ce sujet, ce qui est important, je crois, lorsqu'on va réfléchir à la loi, je pense qu'il faut évidemment interroger beaucoup de spécialistes dans la société civile, hein, les politiques et les députés ne savent pas tout, des éducateurs, des médecins, des anthropologues, des sociologues, mais je pense que ce qui est important, c'est garder dans cette affaire, faire passer l'intérêt de l'enfant futur avant le désir ou la force de l'individualisme
de ces parents qui veulent recourir à la PMA. Voilà, je pense que c'est ça qui, si j'étais législateur, nourrirait ma réflexion et mon action. C'est tout le débat, Claire Chartier, parce que au nom des droits des futurs enfants, certains considèrent que le premier droit, c'est d'avoir un père et une mère, d'où cette opposition presque irréductible à cette loi. Quand le Premier ministre dit on va y avoir un débat de haut niveau, c'est pas parce qu'il y a un débat de haut niveau qu'il n'y a pas ces oppositions qui demeurent. Oui, alors d'abord le débat, je trouve qu'il a déjà lieu. Ça fait quand même des mois, voire des années qu'on débat là-dessus, même dans nos colonnes. Moi, j'ai mené aussi des débats dans nos pages sur ce sujet. Donc franchement, ça n'arrive pas, enfin on était prévenus en quelque sorte. Et ça n'est pas étonnant, en effet, qu'il aille sur ce sujet, puisque c'est, je suis absolument d'accord, je pense que c'est une manière de donner des gages à son aile plus à gauche, parce que par ailleurs, dans son intervention, il en donne beaucoup à droite. Donc c'est une façon de compenser. Alors, sur le fond du sujet, moi j'avoue que précisément parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, je trouve que ça devient un peu lassant. Moi, la question que je trouve pose ce sujet, c'est davantage l'utilisation qu'on fait de la médecine, finalement, puisque lorsqu'on utilise, si l'on utilise la PMA pour permettre à des femmes homosexuelles d'avoir des enfants, on détourne l'objet premier de la médecine qui est, en l'occurrence dans la PMA, de combler, de pallier une stérilité. Donc là, il faut se mettre d'accord, et effectivement, une société peut se mettre d'accord sur ça en disant, au nom du principe de la justice et de l'égalité, eh bien, on est d'accord pour utiliser la médecine dans ce dessin-là. Pourquoi pas? Et c'est sur ça que portera le débat. Après, comme vous le disiez, deux femmes peuvent parfaitement élever un enfant. Donc, moi, ce n'est pas tellement la question de l'orientation sexuelle et du genre des parents, parce qu'il y a aussi des parents qui ne devraient jamais avoir d'enfants, vraiment. Et ça, il suffit de lire le journal tous les jours pour s'en apercevoir, et d'être journaliste pour s'en apercevoir. C'est c'est parfois une honte absolue. Donc, ce n'est pas tellement ça qui me gêne. Donc, après, qu'il y ait un débat là-dessus, je ne pense pas non plus que l'opposition soit si massive. Pas du tout. Je pense que c'est une portion de la population. Mais je crois que beaucoup de Français, franchement, se disent que pourquoi pas, et que c'est pas non plus une révolution que de permettre cette ouverture de la PMA à ces couples-là. Et dernier point, quelque part, et pour rejoindre ce que vous disiez, ce qui me choque aussi davantage, c'est plus qu'on autorise la PMA pour les femmes seules, pour les femmes célibataires. Pour la raison que vous disiez, c'est-à-dire que je pense effectivement que c'est mieux d'avoir deux parents, parce que ça permet d'équilibrer, on n'a pas la même façon d'éduquer un enfant, l'exercice de l'autorité, etc. Et comme ça me choquait d'ailleurs que les femmes seules puissent adopter. Vous voyez, c'est plutôt sur ces points-là. Mais encore une fois, le débat, je trouve qu'il s'est déjà beaucoup engagé, donc je ne vois pas trop ce qu'on va dire de nouveau. Đorđe Kosmanović, c'est une mesure de gauche, la PMA pour les femmes, pour les couples de femmes? Je ne sais pas. C'est ce qu'on a considéré pour le mariage pour tous. Or, dans la moitié des pays où il a été introduit par des gouvernements conservateurs. En Grande-Bretagne, par exemple, par Cameron ou Merkel en Allemagne. Donc, non, ça correspond à quelque chose qui est de l'ordre de l'ère du temps. Voilà, je ne juge pas non plus. D'autant plus que... mais je suis d'accord avec vous. Enfin, je pense que il fait un geste à cette gauche-là, et le terme gauche est à définir, qui est très libéral, néolibéral, qui a suivi l'évolution du Parti socialiste, mais qui est resté de gauche, si c'est ça être de gauche, sur des questions sociétales. Et donc, ça permet d'engranger, sachant que ceux qui sont pour la manif pour tous, là, qu'on voit à l'écran, eux, de toute façon, iront plutôt voter éventuellement pour le Rassemblement national. Donc, il y a plutôt des gains politiques à faire pour Macron. Mais maintenant, je suis d'accord avec M. Gérard, il y a d'abord un droit des enfants, c'est le droit international, et puis un droit à l'enfant. C'est un débat qui... on en parle, après, c'est les conséquences, c'est les entraînements qui... donc ça veut dire qu'effectivement, la PMA actuellement, c'est un soin. Ça pallie à un problème médical. Ce terme de aide comme assistance n'a plus raison d'être, puisque la PMA, c'est pour des couples qui sont stériles, mais les couples homosexuels le sont par définition. C'est pour ça que c'est bizarre de le reporter systématiquement aux femmes homosexuelles. Ça sera ouvert à tout le monde. Même aux femmes non homosexuelles, même mariées. Oui, mais la demande, même si tout le monde est mais elle est déjà ouverte aux couples hétérosexuels. Oui, mais il faut qu'il y ait un problème de procréation.
Absolument. Et là, là, il n'y aura plus besoin de problème de procréation, Moi, puisque je ça ne pense sera pas que ouvert à beaucoup de certains. femmes Ça veuillent sera ouvert à passer tout le par la monde. PMA en n'étant pas stériles. Ça, je vous le dis. Les je pense choses que quand c'est on galère. doit, non, mais les choses après vous avez une justice, enfin une égalité. Après, pourquoi est-ce que les hommes homosexuels ne pourraient pas Parce qu'il y accéder a une à différence de nature. Et c'est un Parce autre que- nature, argument, mais on y arrivera Non, après à non. la gestation pour Voilà, autrui. Oui, mais Il c'est y très aura une différent. discussion. Non, je pense que c'est très différent parce que dans le cas de la gestation pour autrui, ça suppose qu'on commercialise le corps d'une femme. Donc là, on franchit un cap. Bah si, c'est une différence de nature. C'est-à-dire qu'un homme, pour avoir un enfant, il va passer par une mère porteuse qui, elle, va... Alors, Oui, mais on vous peut avez des gens considérer qui ou vont pas... qui défendent que ça serait une loi avec des gens comme qui le don du n'ac- sang. Qui ne vendent pas. bénévole. Voilà, donc je pense que là, Non, mais après, c'est très On difficile de verra. En s'en tout cas, pour assurer. l'instant, ça n'est pas, Bien évidemment. à l'ordre Voilà. du jour de ce côté-là. On continue, si vous le voulez bien, à parler des mesures annoncées par le Premier ministre. On ne pourra pas être exhaustif parce que le temps nous manquerait. Mais il y a eu aussi une prise de position assez forte sur le droit d'asile et ses excès. Pour Édouard Philippe, il y a des abus qui ne peuvent pas continuer. Le droit d'asile est un trésor. Nous y consacrons des moyens en forte hausse. C'est le prix de la fidélité à nos valeurs. Mais c'est aussi pour cette raison que nous devons lutter avec fermeté contre les abus. Nous continuerons évidemment à offrir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil et de protection sociale conformes à nos principes. Mais nous devons nous assurer que les demandeurs d'asile choisissent la France pour ses valeurs, pour son histoire, pour sa langue, pour ce qu'elle est, et non parce que notre système serait plus favorable que celui mis en place dans un pays voisin, dans un pays européen. Alors ça, c'est assez nouveau, hein, une expression aussi explicite de ce qui serait une forme d'effet d'aubaine pour les demandeurs d'asile, d'effet d'aubaine dans le choix de la France pour une législation qui serait plus favorable. Ce qui est certain en tout cas, et le Figaro le révélait ce matin avec des chiffres inédits, c'est que les demandes de droit d'asile augmentent de façon forte. Parfois, regardez ce graphique, depuis le début d'année, les demandes en provenance de la Géorgie ont augmenté de 87%, plus 32% pour les demandeurs d'asile albanais, et puis vous découvrez les autres chiffres en même temps. Et puis l'autre partie du problème, on pose tout sur la table avant d'engager le débat, c'est que une fois que ces demandeurs d'asile sont en France, même lorsqu'on leur refuse, eh bien ils ne repartent pas. Écoutez ce commentaire de Jean-Marc Leclerc, c'est notre spécialiste des questions de police et de sécurité au Figaro. La politique de reconduite des illégaux, en fait, est un véritable fiasco en France. Seul un migrant en situation illégale sur 10 est effectivement reconduit. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Le souci, c'est que on privilégie actuellement des solutions comme l'aide au retour, dans un rapport parlementaire, par exemple, tout récent. Et c'est un message un peu ambivalent envoyé aux pays sources qui consiste à dire si vous nous envoyez des migrants, ils toucheront de l'argent. Stéphane Marchand, on publiait les statistiques ce matin de demandes d'asile en France qui augmentent, alors même que dans le reste de l'Europe, elles ont plutôt tendance à diminuer, d'où cette idée qu'il y a peut-être une espèce d'effet d'aubaine et qu'il faut corriger ça. La France est un pays dont le système social est particulièrement favorable. Donc il est naturel que les gens viennent chercher de l'asile en France s'ils ont le choix entre plusieurs pays. Mais j'ai l'impression, quand on parle de tout ça, que c'est le petit côté de la lorgnette, les différences de revenus. Quand on voit la démographie africaine qui va passer en 2050 à plusieurs milliards d'habitants, si la différence de revenus reste la même entre nous et eux, ce que nous vivons actuellement, c'est un tout petit apéritif de ce qui va se passer. Donc il faut entièrement revoir toutes les relations internationales et notamment les coopérations, etc., plutôt que d'ergoter pour savoir s'il y a 12% de plus d'Albanais qui sont arrivés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est 32% là, oui, si ça continue, ça va être 500%. Donc c'est ça la réalité à laquelle nous sommes confrontés, et c'est cette réalité qu'il faut traiter. Et il faut la traiter par des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux des services français qui traitent et qui fournissent ces statistiques. Il y a eu 300 000 déboutés du droit d'asile depuis la crise migratoire de 2015. Est-ce que Renaud Girard, sur ce sujet-là, Édouard Philippe parle comme Donald Trump ou comme Salvini, ou on en est loin encore ? Non, on en est loin, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est que ces statistiques, l'Albanie et la Géorgie, depuis que je connais bien,
Ce sont des pays qui vivent en paix. Ils sont simplement moins développés que la France. Et effectivement, les aides sociales sont beaucoup moins généreuses. Mais l'Albanie, vous pouvez travailler, vous pouvez faire de l'agriculture. Il y a un Premier ministre que je connais qui est démocrate. Et vous pouvez aller vous baigner dans la mer Méditerranée. Mais évidemment, c'est plus intéressant d'aller en France où le système d'assurance sociale est le plus généreux d'Europe. Il est tout à fait évident, et il suffit de lire les enquêtes qui ont été faites dans les communautés immigrées, que, par exemple, ceux qui viennent du Sri Lanka, etc., c'est comme un marché, si vous voulez. Quel est le pays le plus intéressant? Il ne s'intéresse pas particulièrement à la France en tant que culture française. Alors le droit d'asile, ce que n'a pas dit le Premier ministre, c'est que le droit d'asile, en fait, ça fait partie d'une valeur fondamentale, c'est une valeur fondamentale de la République française dès sa naissance, parce que c'était accueillir sur le sol français les autres Européens qui étaient favorables à l'idée républicaine et qui étaient persécutés par les monarques qu'il y avait, n'est-ce pas? C'était ça l'idée. C'est en fait l'asile, c'est pour les gens qui soutenaient, n'est-ce pas, les valeurs françaises, et notamment, par exemple, les valeurs d'égalité entre la femme et l'homme. Et je ne suis pas du tout sûr que les Maliens qui ont demandé l'asile, là, qu'on a vu dans les statistiques, ils considèrent qu'une femme doit avoir les mêmes droits qu'un homme. Et donc, ce sont des gens qui, en fait, ne partagent pas nos valeurs, et c'est un détournement, bien sûr, instrumentalisé par les réseaux de passeurs, c'est un détournement massif du droit d'asile. Je ne suis pas sûr que, là-dessus, le Premier ministre ait été suffisamment clair. Je pense qu'il y a, si vous voulez, l'Europe est soumise à un mouvement, à des trafics d'êtres humains considérables. C'est un trafic, c'est une activité illégale qui rapporte beaucoup plus d'argent aujourd'hui en Afrique que la drogue, il faut bien le voir. Et nous ne savons pas encore nous ne savons pas arrêter ce phénomène. Alors par ailleurs, il faut souligner, et Stéphane le disait très bien, qu'il y a une explosion démographique en Afrique, et donc il faut voir, effectivement, ces Africains vont avoir de plus en plus envie d'aller en France. C'est-à-dire, vous remarquez que c'est des pays assez riches ou en paix, parce qu'on veut mieux, en fait. La Guinée, c'est un pays en paix. C'est un pays dont le président s'appelle Alpha Condé, qui était aidé, conseillé par Kouchner, par Sarkozy, etc. Vous voyez, et évidemment, ils veulent aller mieux. Mais nous n'avons pas les moyens de leur donner du travail ou des logements, parce que nous n'avons déjà pas les moyens de donner du travail à la population française qui est sur le sol français. Merci. Alors je pense qu'il faut une immigration, parce qu'on n'interdira jamais l'immigration, mais il faut une immigration choisie et pas une immigration subie. Et il faut aussi, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, il faut prendre très réellement et voir ce qu'on peut faire, mais il fait une conférence internationale, et les Américains sont tout à fait insensibles à ça, les Chinois aussi également. Seuls les Européens s'inquiètent de ce phénomène. Qu'est-ce qu'on fait face à l'explosion démographique de l'Afrique ? Merci, cher Renaud Girard. Voici le point de vue de nos internautes. Ils sont 76% à considérer qu'il faut de nouvelles règles du droit d'asile en France. Et deux commentaires, celui de Babino, qui dit que la priorité, c'est un meilleur accompagnement des demandeurs d'asile et autres migrants, tandis que Nicole estime que l'asile ne devrait être accordé qu'à ceux qui vivent dans des pays en guerre. Et je voudrais faire réagir Georges Kuzmanovic et Claire Chartier à cette proposition de Jordan Bardella, vous savez, qui était la tête de liste du Rassemblement national pour les européennes, et qui dit deux choses, qui demande deux choses. Un, que les demandes d'asile soient examinées depuis les pays d'origine, c'est-à-dire avant même l'entrée sur le territoire français, et que deuxièmement, les demandes provenant de pays qui ne sont pas en guerre soient automatiquement rejetées. Ce sont des mesures de bon sens, Georges Kuzmanovic ? Non. Enfin, on parle de choses tout à fait différentes. On mélange l'asile politique. Imaginons un cas juste extrême pour la première proposition de M. Bardella. On est à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des juifs qui sont poursuivis, ils font leur demande depuis l'Allemagne ?
C'est stupide. Les gens fuient, donc il faut leur demander là où ils arrivent, ils se cachent. Bon, enfin, quand les gens sont vraiment en guerre, et d'ailleurs, on ne respecte pas tellement les accords internationaux, parce que je suis d'accord avec M. Gérard, ce sont les valeurs de la République que d'accueillir les gens qui Et sur fuient la les guerres. deuxième proposition, que pour les pays non en guerre, on dise non. En l'occurrence, l'exemple est mauvais parce que les Allemands nazis autorisaient les Juifs à demander asile, mais le problème, c'est que c'est les pays, notamment les États-Unis d'Amérique, il y a eu une conférence à Lausanne à l'été 1938, qui ont refusé d'accorder les visas aux Juifs, en l'occurrence. Mais bon, si je dois aller très vite, moi, vas-y alors. Voilà. Ça va être compliqué. Juste, les conventions de 1951 de Genève, parce qu'on a signé des accords internationaux sur la protection des réfugiés de guerre, il y a une obligation à laquelle on contrevient, c'est l'obligation de non-refoulement. Or, on l'organise au niveau européen, en ayant passé des accords avec la Turquie, à qui on a encore donné en juin 2018 6 milliards pour faire ce qu'ils veulent avec ces gens qui ont fui pour le coup une guerre en Syrie, ce qui leur permet de faire des provocations à la Grèce régulièrement en ce moment, où, excusez-moi le terme, mais leurs avions font touche pipi avec les bateaux grecs, et ils frôlent les îles grecques en permanence. Mais on a un problème global, c'est que M. Édouard Philippe, le Premier ministre, a parlé d'harmonisation du droit d'asile au niveau européen. Ils le ressortent à chaque fois. Au dernier Conseil européen, ils n'ont même pas réussi à se mettre d'accord. L'Italie et la Hongrie bloquent, l'Allemagne et la France parlent d'harmonisation sans réellement proposer quoi que ce soit. Et visiblement, Monsieur le Premier ministre ne connaît pas les accords de Schengen. Si, il dit même qu'il faut les réformer. Oui, mais on a un grave problème, c'est quand l'Allemagne décide en 2015, non mais c'est important, en 2015 d'accueillir 1 million de personnes, et régulièrement donc. Et ben, au bout de 5 ans, ils ont un passeport Schengen, ils peuvent aller où ils veulent. Et donc, ils peuvent aussi on se l'impose. Et dernière chose, excusez-moi, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle nous impose, parce que votre spécialiste a oublié de dire, c'est que depuis 2007, la Cour européenne des droits de l'homme nous pèse sur notre souveraineté et oblige à un recours, même quand il y a un refus de la part de l'OFPRA. Donc on ne peut rien faire, Claire Chartier, pour corriger ces excès. Pour revenir sur ces chiffres, effectivement, je pense que ça renvoie à ce qu'on appelle le tourisme migratoire. Et il est dû au fait que le règlement de Dublin n'est pas tout à fait appliqué, puisque le règlement de Dublin suppose que le pays par lequel rentre le migrant dans l'Union européenne est celui qui examine la demande d'asile. En fait, et c'est pourquoi d'ailleurs l'Italie s'est beaucoup plaint de recevoir des tas de gens, mais il y en a beaucoup en fait, les pays n'examinent pas, le premier pays d'arrivée n'examine pas cette demande. Ce qui permet ensuite, en effet, une espèce de tourisme, entre guillemets, migratoire. Donc ça, à mon avis, ça fait référence à ce point-là. Ensuite, en effet, l'idée qu'il faille finalement réglementer ça, se mettre d'accord au niveau européen pour faire face à ce phénomène, me semble quand même assez logique, même si ça suppose de résoudre d'énormes difficultés. Il y a quand même des pistes qui sont avancées, mais je ne vois pas par ailleurs d'autres solutions que celle-là. C'est-à-dire que je ne vois pas des pays se claquemurer, parce que c'est impossible de se claquemurer face à ces flux. Sauf c'est ce que font les Hongrois en mettant des frontières. Oui, enfin, à un moment, ils vont quand même, je pense, avoir quelques petits soucis avec l'Union européenne, parce que c'est facile de claquemurer ces frontières et en même temps de recevoir les fonds de l'Union européenne. Donc là, il va y quand même y avoir un petit problème. Merci beaucoup. Ça a été court, j'ai pas pu. Voilà, vous avez je continuerai une autre fois. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet. Oui, je voulais quand même qu'il nous reste quelques minutes pour avoir votre avis, notamment de vous les journalistes, mais pas seulement, sur cette décision du New York Times. Notre éminent confrère a publié une caricature qui a fait beaucoup de bruit. On y voit Donald Trump, le président américain, avec une kippa, qui tient en laisse un chien portant l'étoile de David, et ce chien, c'est Netanyahou. C'est une insupportable... c'est une caricature odieusement antisémite. On considérait beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Du coup, le New York Times a décidé d'arrêter, tout simplement, de publier des caricatures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a une forme de censure qui a joué? Écoutez d'abord le point de vue de Plantu, c'est le dessinateur du Monde. Lui considère que le dessinateur Antonio Moreira Antunes, qui est à l'origine de ce dessin controversé, il avait le droit de faire ce dessin. Nous, on utilise des clichés, des codes, et moi, je trouve qu'il a tout à fait le droit
Est-ce que ça veut dire que j'aurais fait le même dessin? Non. Mais je trouve qu'il a tout à fait le droit, et je défends Antonio, qui est un immense dessinateur, et qui n'aurait jamais dû, quand je pense que le New York Times l'a publié, et qu'il l'a ensuite effacé de son site web, et qu'il s'est rependu, il s'est aplati, le New York Times. Il paraît que c'est un grand journal. Aplati devant qui, quoi? Devant les réseaux sociaux. Stéphane Marchand, une bonne décision du New York Times? C'est compliqué, c'est pour ça qu'on aborde ce sujet. C'est très compliqué à dire. D'un côté, c'est vrai que la liberté d'expression est en jeu, clairement. C'est vrai que la liberté d'expression est en jeu. Et en même temps, il y a d'autres valeurs que la liberté d'expression. Et le respect est une valeur. Le respect des autres est une valeur. Le respect des cultures différentes est une valeur, surtout dans un monde ultra-mondialisé où toutes les civilisations se côtoient et il faut éviter qu'elles ne s'entrechoquent. Donc, lorsque l'on prend toutes ces valeurs les unes après les autres et qu'on essaye de les ranger dans l'ordre d'importance, eh bien moi, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Voilà, merci d'avoir partagé ces doutes ou ces interrogations avec nous. Pour nourrir le débat, voici le point de vue de Patrick Chapat. C'est un autre dessinateur du New York Times. Et sur son blog, il a fait une longue déclaration dans laquelle il dit notamment « Les dessinateurs de presse sont nés avec la démocratie et lorsque les libertés sont menacées, ils le sont aussi. » Claire Chartier, bonne décision, je pense que c'est un nouvel exemple de la fragilisation de nos démocraties libérales, en effet. Je crois que c'est cette liberté, cette capacité de caricaturer, d'écorner telle ou telle minorité fait partie de la liberté d'un espace public démocratique. À ce titre-là, je pense qu'il y a d'autres caricatures qui touchaient notamment des catholiques ou le pape qui pourraient être retirées tout autant. Je ne vois pas d'appel au meurtre là dans ce dessin, par exemple, qui ça pourrait être répréhensible légalement. Donc ça, c'est un premier point qui me semble très illustratif de l'époque que l'on vit. Par ailleurs, de céder face au brouhaha de Twitter me paraît aussi très caractéristique, sachant que Twitter ne représente quand même pas l'opinion publique. Là encore, on tombe dans un écueil, qui est dans un travers qui est extrêmement répandu aujourd'hui, de considérer que parce que Twitter bouge, tous les gens bougent. Non, c'est faux. Ce sont des gens qui sont ultra politisés, ultra mobilisés et qui s'expriment. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème d'un point de vue journalistique. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que The Guardian, par exemple, a tout à fait des caricatures politiques. Et nous aussi, en France, avec Le Monde. Donc je ne vois pas pourquoi c'est des journaux qui sont démocratiques, libéraux, maintiennent ce genre d'exercice journalistique et pas le New York Times. C'est le dernier point. Je pense aussi que ça traduit une évolution de ce journal qui, ces dernières années, laisse énormément de place à la thématique du respect des sensibilités minoritaires. Il suffit de le lire assez régulièrement pour s'en apercevoir. Et donc on sait très bien qu'aux États-Unis monte beaucoup cette question de respect des minorités, respect des sensibilités. Et je pense que là aussi, ça traduit cette évolution-là dans ce journal. Alors, le respect des minorités n'est pas le signe d'un affaiblissement de la démocratie libérale. Non, mais parce que le respect des minorités, c'est un fondement de la démocratie en tant que tel. Oui, mais qui doit coexister avec autre chose. S'il est exclusif, si finalement il aboutit à une restriction de la liberté d'expression, là, ça devient un problème. Oui. Et c'est ce que l'on vit en France aussi. C'est ce qu'on vit aux États-Unis, c'est ce qu'on vit en France. Là, c'est plus du libéralisme, là, c'est de la censure. On a vécu évidemment... C'est de l'autocensure même. Là, c'est de l'autocensure, mais il y a beaucoup d'exemples où ça devient de la censure. Donc c'est là où le problème se pose. Et on en parle très souvent ici, d'ailleurs. On a vécu évidemment le même sujet de façon tragique avec les caricatures de Mahomet que certains critiquaient au nom du respect de l'islam. Ces caricatures qui notamment ont été publiées chez Charlie Hebdo, qu'il a payé un coup tragique avec la mort de plusieurs de ses dessinateurs dans l'attentat dont on se souvient tous. Le point de vue de nos internautes, le New York Times a-t-il raison de renoncer à ces caricatures politiques? Vous êtes 85% à considérer que non. Et vous, Renaud Girard? Je considère que c'est une très grave erreur du New York Times, une très grave erreur en général et en l'espèce. En général, parce que la caricature fait partie depuis Daumier des instruments de la liberté d'expression et de la presse. Le New York Times prétend être un grand journal, c'est tout à fait normal d'avoir des caricatures. Et moi, j'aimais par exemple beaucoup un caricaturiste qui s'appelait Cabu, et depuis qu'il est mort, eh bien, je regrette toutes les semaines qu'il ne fasse pas ses dessins dans le Canard enchaîné, parce que je le trouvais extrêmement brillant. Et ce dessin-là, il était antisémite pour vous ?
Alors, ce dessin n'est pas d'antisémitisme, ça n'a rien à voir avec les minorités, c'est là où je ne suis pas d'accord avec mes amis. C'est un dessin sur la politique d'Israël, parce que la personne qui est nommée, c'est le Premier ministre d'Israël. Je vous fais remarquer d'ailleurs que l'étoile est bleue et pas jaune, donc elle représente Israël, parce que c'est le drapeau israélien qui est bleu. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette caricature? Elle dit que Trump, président des États-Unis, suit comme un aveugle, c'est pour ça qu'il y a des lunettes, il suit aveuglément la politique de Netanyahou, que le caricaturiste dit qu'il est une politique d'une violence de chien. Bon, alors on peut ne pas être d'accord, on peut mettre d'ailleurs en face une autre caricature. Bon, c'est quelque chose qu'on peut... Moi, il se trouve que j'ai passé un mois à l'été 2014 à Gaza. Vous voyez, c'est un petit territoire qui se trouve au sud d'Israël. Il y a eu, là, l'armée envoyée par Netanyahou a fait 2500 morts et a rasé 25% des habitations. Devant moi, vous voyez, j'étais là, j'ai écrit pour le Figaro, j'ai vu ça. Bon, on peut dire qu'il y a peut-être une violence de chien de la part de Netanyahou. Sans être antisémite, ça n'a rien à voir. Et il le suit de manière aveuglément parce que le président Trump a renoncé à toutes les dispositions et toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avaient été votées par les États-Unis d'Amérique. Donc merci, voilà. Alors après, vous pouvez très bien... Et moi, j'aimerais attendez, j'ai pas fini. Elle utilise les codes antisémites, même si elle n'est pas ça. antisémite, Bon. elle utilise les codes antisémites traditionnels, qui consistent à prendre un juif et à le transformer en animal pour le ridiculiser. C'est ce que faisaient les nazis. Oui. Oui, mais c'est cet effet de tout temps, ça, de transformer, Ça a été perçu comme tel. C'est ça qui est intéressant, de c'est que ça a été transformer, par perçu exemple, un leader français en cochon. C'est quelque chose qu'on avait aussi dans Merci les... Renaud. Voilà. Et Mais, je suis désolé, je vous interromps parce que malheureusement, l'émission arrive à sa fin et je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas. Georges, vous avez 20 secondes. Moi, je suis d'accord avec M. Girard. Il faut rappeler quand même qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est une pression de l'AIPAC, donc les soutiens de l'extrême droite israélienne aux États-Unis, du gouvernement de Netanyahou, qui font pression et qui ont les moyens de faire pression sur le New York Times. Et c'est une catastrophe que l'on cède aux moyens de pression, quels qu'ils soient. On doit pouvoir caricaturer Mahomet, le gouvernement israélien. les Palestiniens caricaturent tout le monde. aussi les Palestiniens. Mais surtout, juste Palestiniens. une dernière chose, l'étape suivante, c'est une victoire pour ceux qui sont contre la liberté d'expression. Parce que la prochaine fois, si un Charles Anderlin écrit que le Mossad a aidé à la structuration du Hamas, eh ben c'est inadmissible de dire des choses pareilles et ça sera une offensive des réseaux. Merci à tous pour ce débat passionnant. Évidemment, c'est pour ça que je le cite. Et voilà, point de vue se termine avec quelques instants de retard, mais le débat en valait la peine. Merci beaucoup.